L'analyse technique, l'analyse graphique est une arnaque. C'est au mieux une prophétie autorisatrice, au pire, tout simplement, une fausse martingale. Évidemment, on veut tout simplifier et dire que tout peut être dans le graphique. Et l'essentiel des personnes qui diront que c'est une arnaque sont évidemment des investisseurs qui vont investir dans la valeur, dans les fondamentaux. Mais au-delà de cela, les arguments utilisés sont souvent de dire qu'il n'y a aucun riche investisseur qui utilise que l'analyse graphique. Il y a de riches investisseurs qui font essentiellement des fondamentaux. Et il n'y a aucune étude scientifique, etc., qui démontre une quelconque valeur ajoutée à l'analyse graphique, à l'analyse technique. Mais il faut aller un petit peu plus loin. Et dans cette vidéo, on va voir justement une liste des meilleurs investisseurs de tous les temps, que ce soit investisseurs ou traders d'ailleurs. On va décrypter un petit peu tout ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, sous les yeux, nous avons ensemble le tableau avec les performances et le nombre d'années, donc la perf annualisée, d'une succession de traders et d'investisseurs. Il y en a toute une palanquée évidemment. Et à l'intérieur de ça, donc, ça prouve bien déjà que si on veut chercher les données, si on prend un petit peu de temps et un petit peu plus de temps à regarder les comptes de résultats et les bilans, et plutôt que de juste dire il n'y a pas de recherche scientifique, etc. sur les résultats, non, c'est faux, il y a. Il suffit de regarder un petit peu, de les trouver et surtout pas de les balayer d'un revers de la main, sinon on ne fait que tomber dans un biais de confirmation et c'est ce qu'on veut éviter justement. Je pars du principe, si vous voulez, qu'il faut arrêter de mettre dos à dos les différentes techniques et les différentes approches. On est en tant qu'investisseur avec une capacité justement d'avoir un avantage compétitif qui est de pouvoir justement ne pas choisir, ou au contraire, de choisir de tout savoir faire. Et pour moi, la règle est sur 3 piliers. J'ai un premier pilier qui est de la macroéconomie et de l'analyse fondamentale pour sélectionner les meilleurs secteurs d'activité et les meilleures actions à l'intérieur de cela. Un panier analyse graphique, analyse technique, parce que ça vous permet de savoir où en est la psychologie des foules. Avoir raison trop tôt, c'est avoir tort. Donc je veux savoir où en est la psychologie des foules, je veux connaître le momentum, je veux pouvoir suivre ce momentum-là. Et à partir de ce moment-là, également, ça, c'est mon quand est-ce que je vais acheter, quand est-ce que je vais vendre, quand est-ce que je vais accumuler. C'est ça qui m'intéresse de savoir, d'avoir des repères. Et ça, c'est le graphique qui va me les donner. Et le troisième point qu'on semble oublier dans ce débat analyse graphique, analyse fondamentale, c'est le plus important, c'est comment on va gérer la position, comment on va gérer le risque, quelle est la gestion du risque. Parce qu'on semble oublier que ce soit des investisseurs qui utilisent l'analyse technique ou des investisseurs qui utilisent l'analyse fondamentale, il y a autant de perdants, il y a énormément de perdants. Beaucoup de personnes essayent de copier Warren Buffett et perdent énormément d'argent. Donc, l'idée, c'est de ne pas être têtu. Et l'idée, on le voit, peu importe ce que font les investisseurs et les meilleurs traders, c'est qu'in fine, leur dénominateur commun, c'est quoi? C'est la gestion du risque. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui vaille. Ceux qui ne gèrent pas leur risque, peu importe ce qu'ils utilisent, finiront par tout perdre. Donc, on en est là aujourd'hui. Et si on regarde la liste des meilleurs investisseurs, on va voir du Warren Buffett avec du 23% annualisé sur 54 ans. C'est là où c'est exceptionnel. Mais on va y revenir sur Warren Buffett. On a tout un tas d'analystes, on a Klarman, etc. On a tout un tas d'analystes et d'investisseurs dans la valeur. Mais si vous regardez les têtes de liste, Richard Dennis, Michael Marcus, Woodruff, Bruce Kovner, Victor Sperandeo, je vous le conseille, honnêtement, ça c'est très intéressant, Ed Seykota, Eckhard, bref, j'en passe et des meilleurs, William O'Neill. En fait, tous ces mecs-là qui ont des performances exceptionnelles, qui sont à entre 40% et 100% par an sur des espaces entre 10 ans et une trentaine d'années, pour ceux qui... Il y a Druckenmiller, il y a George Soros. On est sur des performances de personnes qui font quoi? Très peu de fondamentaux. Et qui vous diront même, les fondamentaux, vous êtes en train de regarder des chiffres passés. Ce qui intéresse la bourse, c'est de se projeter. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir anticiper les chiffres de demain. Donc, l'idée première, si vous voulez, c'est de se dire, on a essentiellement ces investisseurs-là, ce sont essentiellement des investisseurs macroéconomiques. Donc, ils jouent en fait les revalorisations de secteurs d'activité en fonction de la macroéconomie. Donc, on est sur des mouvements qui peuvent durer plusieurs mois, plusieurs années. Et derrière, ils utilisent le graphique pour la psychologie des foules qui va leur permettre de rentrer, de gérer leurs risques, etc. Donc, ils utilisent le graphique. Dites-vous bien que même des gérants
qui utilisent le graphique ne vous le diront pas, parce que quelque part, si vous voulez, si j'ai envie de retenir un petit peu ma base clientèle, je vais éviter non seulement de divulguer toute mon approche et toute ma stratégie, et deuxièmement, d'essayer d'avoir une base la plus sérieuse possible pour évidemment faire en sorte que ma clientèle soit sûre de mon sérieux et de ma capacité intellectuelle supérieure. Non, essentiellement, si vous voulez, à un moment donné, il y a beaucoup de gérants qui vont suivre le graphique. N'oubliez pas que le meilleur hedge fund du monde, c'est de l'algo, et c'est de l'algo qui est basé sur de l'analyse graphique. Il y a des volumes, des indicateurs, des trucs en plus ou en moins, mais c'est essentiellement de la psychologie des foules. On joue la psychologie des foules. Et ce qui aujourd'hui renforce la volatilité des marchés, c'est parce que c'est tout un tas d'algos qui sont codés sur la base de psychologie des foules. Tous les investisseurs dont on vient de parler, qui ont les plus grosses performances, la plupart en fait, c'est des années 70-80, et ils étaient dans le même type d'école de trading, et c'était du trading sur matières premières. Dites-vous bien que les matières premières, ça ne produit rien. Il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de compte de résultats à étudier, il n'y a pas de dividende qui est versé, il n'y a rien. Un kilo de cailloux, c'est un kilo de cailloux. Pourquoi ça vaudrait plus ou moins à 5 années d'intervalle? C'est essentiellement la loi de l'offre et de la demande. Donc c'est essentiellement des gens qui vont avoir un avis macroéconomique sur l'évolution de la demande à venir. Mais leur prise de décision, leur prise d'accumulation, les choix qu'ils vont faire, c'est essentiellement donc l'analyse graphique qui le fait, cette prophétie autoréalisatrice. Dans un monde, dans les années 70 ou 80, où essentiellement, il n'y avait pas beaucoup d'utilisateurs. Quand vous étudiez aujourd'hui l'analyse graphique, l'analyse technique, les indicateurs, beaucoup de choses ont été créées pendant ces années-là, sur la base de traders sur matières premières, qui ensuite sont allés sur actions, sur indices, bref, on a poussé le truc plus loin. Et aujourd'hui, toutes les techniques que l'on utilise, à droite et à gauche, viennent en essence d'une base commune qui est celle-ci. Il ne faut pas l'oublier, quand vous prenez du Eiichi Saikota, etc., tous ces mecs-là ont commencé, Jim Rogers, c'est des matières premières. Et là, vous êtes nécessairement dans une loi d'offre et demande. C'est comme aujourd'hui, tout ce que vous pouvez prendre dans les cryptos, essentiellement, c'est la même chose. Pour beaucoup d'entre elles, vous n'avez pas quelque chose à compter à la fin de la journée. Vous pouvez faire des projections macro, mais essentiellement, donc, ce qui va vous aider à prendre vos décisions, ça va être le graphique. Jesse Livermore, l'un des plus connus traders, qui a fini ruiné, in fine, mais parce qu'il ne respectait pas lui-même ses propres règles. Mais si vous lisez les mémoires de Jesse Livermore, essentiellement, rien n'a changé. Mais tout ce qui est important, est impactant, c'est la tête, si vous voulez. Et ça, que vous fassiez de l'analyse fondamentale, de l'analyse graphique, c'est la même chose. C'est la discipline de gérer votre risque. C'est ça le plus important et c'est ça qu'il faut retenir un petit peu de tous ces investisseurs qui vivent, peu importe de quelle branche et de quelle technique ils viennent essentiellement. Mais ça, n'oubliez jamais, si vous voulez, que l'analyse graphique, la base, c'est sur les matières premières. Et les matières premières, il n'y a pas de fondamentaux. Donc c'est bien ce qu'il faut essayer de comprendre. Et là, désolé les gars, mais il y a des études scientifiques, il y a tout un tas de paperasses, il y a des livres et il y a des track records. Il y a tout ce dont vous avez besoin. Donc il suffit juste de ne pas être têtu, obtus et de décider de le balayer d'un revers de la main en disant que ça n'existe pas. Ça existe. Et au-delà d'avoir une prophétie autoréalisatrice, si vous voulez, c'est pas le Pékin moyen comme vous et moi avec son analyse graphique qui va faire tourner le marché. Okay, c'est pas moi, parce que je décide d'acheter le support ou de vendre la résistance, qui fait tourner le marché. C'est pas l'accumulation de particuliers qui vont payer le même niveau de support qui va faire la différence. Non, c'est pas une prophétie autoréalisatrice au niveau du particulier et au niveau de la masse, c'est au niveau du volume. Et le volume, c'est des algos, c'est des hedge funds, c'est pas le Pékin moyen. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien intégrer. Et donc pour moi, c'est d'avoir le triptyque, si vous voulez, d'avoir cette capacité de pouvoir savoir quoi acheter de par l'analyse macroéconomique et fondamentale, savoir quand l'acheter de par l'analyse graphique et technique, et savoir comment l'acheter, c'est-à-dire gérer ma position de par la gestion du risque. Et ça, encore en 2024, on a trop peu de personnes qui en parlent. Donc, il faut revenir aussi sur le débat sur « Ouais, mais regarde, les plus riches investisseurs, ce n'est pas des mecs qui utilisent l'analyse graphique. » C'est faux. Utiliser l'exemple de Warren Buffett, c'est faux encore. C'est oublier qu'aujourd'hui, les hommes les plus riches du monde sont avant tout des entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs aujourd'hui qui créent la richesse.
les investisseurs ils utilisent les fondamentaux, la macro ou les techniques, il y en a tout un tas qui sont très riches et qui ont très bien performé, comme le démontre le tableau que je vous ai montré. Mais ce n'est pas ça essentiellement qui a fait le plus gros de leur richesse pour ceux qui sont dans le top 100 de Forbes, etc. C'est essentiellement leur côté entrepreneuriat. N'oubliez jamais que si vous regardez un petit peu tout ce qui va être du Soros, tout ce qui va être du Paul Tudor Jones, etc., ces mecs-là, à chaque fois qu'ils sont dans les médias, vous expliquent qu'il va y avoir le krach boursier, que ça ne va pas fonctionner, que c'est la fin du monde. Et ces gens-là, ils ont des hedge funds, ils ont des fonds à côté. Et c'est ça qui est génial, c'est que quand vous regardez un petit peu ce que ces gens-là vous disent, comme Druckenmiller, etc., ils sont toujours inquiets sur l'avenir. Mais au-delà de ça, ça ne les empêche pas d'acheter du Nvidia, ça ne les empêche pas d'acheter des small caps, ça ne les empêche pas d'avoir leurs fonds qui performent à l'achat. Et donc il y a une différence entre ce qu'ils disent et ce que leur fonds fait réellement. Pour moi, si vous voulez, c'est le fait de dire que quand tout va mal, etc., on a l'impression, quand quelqu'un vous dit que ça va mal, on a l'impression qu'il est là pour vous aider. Et donc, on a une sympathie pour lui. Il suffit de voir toute la sympathie que l'on a pour tous les mecs qui nous annoncent à chaque fois le chaos. C'est comme un bon copain qui vous explique, attention, je vais te protéger et t'éviter de perdre de l'argent. Mais in fine, si vous regardez tous les fonds-là, ça fait pour rameuter une certaine confiance, un certain sérieux, etc. Mais derrière, votre argent, il est investi à l'achat. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération à chaque fois que vous allez écouter ces experts aussi. Est-ce qu'il y a une différence entre le discours et ce qu'ils font réellement dans le fond? Donc ça, il faut voir aussi l'aspect marketing, de faire connaître le fonds. C'est comme Grantham, par exemple, qui est connu aussi pour avoir prévu les subprimes et compagnie. Depuis, chaque année, c'est la crise, c'est le krach, il se plante. Mais le fonds fait de très bonnes performances parce qu'il est à l'achat. Ce qui rend riche les gens dans le top 100, ce n'est pas les investissements et l'investissement dans la valeur. Même Warren Buffett, c'est essentiellement son esprit entrepreneurial qui l'a rendu aussi riche qu'il est. Et derrière, c'est toujours intéressant de voir tout un tas de personnes qui vont vous dire « Ouais, mais si ces gens-là gagnaient réellement, ils feraient du bénévolat ou ils feraient éventuellement, ils s'arrêteraient ou voilà, ils arrêteraient de faire payer des frais, des formations, des trucs, des machins. » Il n'y a rien de plus faux. Est-ce que Warren Buffett a réduit les frais de Berkshire Hathaway? Non. Bah, pourtant, il n'en a pas besoin, éventuellement. Mais il faut comprendre un petit peu la logique à cela, si vous voulez. Donc, pour moi, c'est toujours mettre les choses et remettre l'église au centre du village. Oui, il y a tout un tas d'études sur le scalping, le trading de court terme, le trading de long terme, le trend following, tout un tas de techniques d'investisseurs connus, moins connus, qui utilisent le graphique, qui utilisent les fondamentaux, qui utilisent, etc. Tout un tas de livres également qui existent, tout un tas de performances et de résultats qui sont backupés par des track records, etc. Donc là aussi, je veux dire, à un moment donné, si vous voulez, il n'y a pas une technique pour gagner en bourse. La technique pour gagner en bourse, c'est celle qui vous parle le plus à vous, qui est la plus adaptée à votre profil, à vous. C'est ça le plus important. Et surtout, la technique qui permet vraiment de gagner en bourse, c'est, peu importe graphique fondamental, c'est en fait une symbiose des deux, l'idéal. Et même si on n'a pas cette symbiose des deux, le dénominateur commun de la vraie stratégie qui gagne en bourse, c'est la gestion du risque. Et pour moi, la difficulté, c'est que énormément de personnes ne comprennent pas l'analyse technique, l'analyse graphique, et voient ça comme une boule de cristal et une volonté de dire est-ce que ça va monter, est-ce que ça va baisser, ou jusqu'où ça peut aller. Donc comme une espèce de prophétie, si vous voulez, pour essayer de prévoir le futur. Mais non, c'est mal utilisé l'analyse graphique, et donc en effet, vous serez absolument déçu si vous l'utilisez comme ça. L'analyse technique, l'analyse graphique vous sert, si vous voulez, à avoir des repères. Et ces repères-là vous servent à forger un plan. Et ce plan-là vous sert, si vous voulez, à avoir un garde-fou. Pour peu importe ce qui se passe sur le marché, vous avez des tailles de position qui sont adaptées, des niveaux d'invalidation, des niveaux de renfort, bref, vous savez ce que vous devez faire en fonction de ce que va faire le marché. Or, la majorité des gens, si vous voulez, ils réagissent par rapport à ce que fait le marché d'une manière impulsive. Non, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un plan. Et l'analyse graphique, c'est ce qui vous permet d'avoir des niveaux clés. Il faut bien vous dire que très souvent, des entreprises qui commencent à entrer dans des périodes difficiles, le graphique, ça fait 6 mois, 9 mois qui vous a donné les premiers signaux de vente. De la même manière,
lorsque vous commencez à voir tous les médias qui commencent à vous dire là, c'est la crise, c'est la fin du cycle, ces entreprises-là sont vraiment dans une mauvaise passe, en règle générale, quand vous regardez le graphique, il est déjà en retournement. Et donc, on voit déjà que le marché est en train d'anticiper un bas de cycle. C'est ça que vous devez regarder. C'est avoir ce côté humble. Et pour moi, dire et balayer d'un revers de la main et dire ça ne marche pas, ça c'est de la martingale, c'est de la fausse martingale, c'est de l'arnaque, etc. C'est des personnes essentiellement qui n'ont pas passé beaucoup de temps à vraiment regarder les détails et les arguments, qui n'ont pas utilisé ou jamais utilisé eux-mêmes. Donc, si vous voulez, pas de problème. Hein, on a le droit d'utiliser ce qui nous convient. Mais critiquer quand on ne connaît pas, c'est ça la problématique, c'est là où on rentre dans du biais de confirmation. Et c'est ce qui va rendre et ruiner énormément d'investisseurs. C'est ce biais de confirmation, c'est ce biais de se rendre têtu, de s'auto-convaincre soi-même, de ne pas accepter les arguments contraires pour élargir son champ de vision. Et donc de rester obtus et de rester restreint, étroit dans son esprit. J'avais fait une vidéo dernièrement pour vous expliquer la différence entre persister et être obstiné. Et il y en a un qui mène à la richesse et il y en a un autre qui mène à la ruine. Et donc avoir des arguments si tranchés que ça sur des techniques entières et balayer d'un revers de la main l'existant et les études qui existent réellement en disant ça n'existe pas, c'est pour moi un grand danger, c'est pour moi le plus gros danger. Et je pense que la bourse, si vous voulez, si vous n'êtes pas ouvert d'esprit, si vous n'êtes pas ouvert justement à plusieurs approches et à cette capacité de toutes les embrasser et de les réunir ensemble pour qu'elles ne forment plus qu'un, et à utiliser toutes les cordes à l'arc que vous pouvez, c'est ça qui vous amènera la capacité d'être serein, la capacité d'obtenir de la surperformance. Peut-être pas tous les ans, mais à la fin de la journée, si vous voulez, c'est avant tout l'objectif, non pas de surperformer le marché, mais de battre l'inflation et surtout de prendre du plaisir dans vos investissements et d'avoir cette capacité d'atteindre vos objectifs. Il ne faut pas battre le marché chaque année pour atteindre vos objectifs financiers. C'est une erreur de le penser, c'est une erreur chaque année de se mettre ce type de pression-là. Okay ? On va aller chercher ce qu'on peut aller chercher. Le but, c'est de le voir comme un marathon et de ne pas voir comme chaque investissement qui peut changer votre vie, mais comme la multitude et l'ensemble des investissements que vous allez faire qui changera à terme votre vie. Sinon, cet investissement, s'il peut changer votre vie, a aussi la capacité de la ruiner. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Pour moi, il faut sans cesse rappeler un petit peu ces évidences, même en 2024. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous invite à voir celle qui s'affiche à l'écran. Salut les graphes.